Celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il? Non. Car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on, moi? Non. Car je puis perdre ces qualités sans me perdre, moi. Où est donc ce moi, s'il n'est ni dans le corps, ni dans l'âme? Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ces qualités qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables? Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne, abstraitement, et quelques qualités qui y fussent? Cela ne se peut et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. C'est d'amour que nous allons parler aujourd'hui avec Nicolas Grimaldi. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes philosophe. Et on vous doit notamment aux presses universitaires de France un très beau livre intitulé Proust, Les horreurs de l'amour, donc tout un programme. Les horreurs, les erreurs. En tout cas, la question est de savoir, à partir de ce texte de Pascal archi-connu, extrait des pensées, intitulé Qu'est-ce que le moi? La question est de savoir si l'amour n'est pas toujours un malentendu. Il l'est très certainement dans la perspective de Pascal. Il est dans la perspective platonicienne, il est dans la perspective proustienne, c'est-à-dire... Dans la mesure où ça n'est jamais l'autre qu'on aime. Lorsqu'on croit que quelqu'un est aimé pour ses qualités, sa beauté, sa fortune, son intelligence, etc. Or, cela n'existe quasiment pas. Ce sont les petits marlous qui aiment une fille pour sa fortune, comme dans Ida Gabler. Mais souvent, quand on dit qu'on aime quelqu'un, on dit « mais je l'aime parce que nous avons beaucoup de choses en commun » ou bien parce qu'elle est jolie ou parce que... Dans ces cas-là, ça n'est pas de l'amour. Pas exactement. Un fait va vous le rendre patent. Si on n'aimait jamais quelqu'un que pour ses qualités, comment serait-il jamais possible que le professeur Unratz fût éprise d'une fille qui appartient à tout le monde et qui de surcroît est une petite grue? Comment eût-il été possible que Dorigo, dans le fameux roman de Buzzati, Un amour, cet homme célèbre, très élégant, très cultivé, trouve une petite fille dans un bordel dont il dit que c'est un laidron, menteuse, imposteuse, etc. Et néanmoins ne peut pas s'en détacher. L'expérience de l'amour est alors celle d'une fatalité. Je sais bien que c'est horrible, je sais bien qu'elle ne le mérite pas, je sais bien qu'elle ne vaut rien, si je voudrais ne l'avoir jamais connue. Et cependant, tout ce que j'en connais me détourne de l'aimer, et je ne peux pas. C'est le plus beau des romans d'amour. Aurélien d'Aragon commence là-dessus. Cette impuissance à se dérober à cette passion et l'expérience même de l'amour, et cette expérience de l'amour est totalement, comment dirais-je, déconnectée, indifférente aux qualités même de la personne. Mais pourtant, l'amour, par exemple, décrit par Stendhal, repose sur la fabrication, comme on déposerait un beau vêtement sur quelqu'un, la fabrication des qualités, certes imaginaires, de la personne qu'on prétend aimer pour les qualités qu'on lui a d'abord attribuées. Peut-être. Regardez, allez-y, dites-moi, mais regardez, on a pris cette image magnifique, on est à Berlin, à Charlottenbourg, pour illustrer ce que Stendhal appelle le phénomène de la cristallisation. C'est-à-dire illustrer ce moment où un individu, tombant amoureux de quelqu'un d'autre, l'habille de givre presque, le fige, le recouvre d'un sel glorieux qui l'embellit, qui le fige, qui l'immobilise et qui en même temps en fait un objet suprêmement désirable. M'autoriseriez-vous, comment dirais-je, un rien de réticence et une nuance pour me différencier de Stendhal? En effet, le phénomène de cristallisation, indéfiniment commenté, attribue à l'imagination ce givre chatoyant dont elle entoure une personne et qui nous la rend fascinante, qui la rend brillante. Et en effet, de même qu'un paysage est couvert, comme on dit, d'un manteau de neige, notre imagination couvre d'un manteau d'illusion la personne qu'elle se met à aimer. Pour mémoire, permettez-moi, juste une parenthèse pour que tout le monde l'ait en tête. Le passage sur la cristallisation se trouve dans De l'amour de Stendhal. C'est le passage intitulé Le rameau de Salzbourg. Il prend l'exemple d'un rameau qu'on jette dans une mine de sel et qu'on retire. Au début, c'est un bout de bois et après, c'est un bout de bois recouvert de cristaux. Il dit ceci:
La cristallisation du sel a recouvert les branches noirâtres de ce rameau avec des diamants si brillants et en si grand nombre que l'on ne peut plus voir qu'à un petit nombre de places ces branches telles qu'elles sont. Oui, presque tous les romanciers, presque tous les commentateurs ont reproduit cette même analyse qui consiste à faire, comment dirais-je, à attribuer l'amour à une illusion de l'imagination qui compose autour de la personne aimée un manteau de gemmes qui la rend fascinante. Ainsi, Proust dit-il, en évoquant Albertine, qu'elle était comme une petite pierre autour de laquelle il eut beaucoup léger. Mais si vous regardez ce tableau, et il me paraît emblématique de l'expérience de la cristallisation. Amusant que vous en parliez comme d'un tableau, d'ailleurs. Non pas, cher Raphaël, à cause de ce manteau de neige qui nous cache la terre, sa matité, sa trivialité, mais à cause de cette aube lumineuse qui semble se lever derrière le squelette des arbres. Cette aube lumineuse, c'est l'intensité d'une vie qui se promet par-dessus ce paysage. Ce que nous imaginons quand nous nous préparons à aimer une femme, c'est qu'elle paraît annoncer l'intensité d'une vie qui nous régénérerait de la nôtre si elle consentait à nous aimer. Avec elle, tout serait différent. Tout serait incomparable. Or, cette intensité recouvre un paysage qui, lui, est congelé. Oui, c'est cela. De sorte que c'est moins la congélation, c'est moins la cristallisation qui fait l'amour que la vie que nous imaginons auprès de la personne aimée. Il s'agit de se régénérer, de vivre dans l'intensité ce que nous n'avons vécu jusqu'ici que dans l'ennui et la platitude. Avec elle, tout serait différent. Autrement dit, il s'agit de renaître de soi-même, mais elle seule peut me faire renaître de moi-même. Vous vous souvenez du poème de Baudelaire sur la beauté, hein ? Je suis belle aux mortels comme un rêve de pierre. Là, c'est je suis belle aux mortels comme un rêve de givre. On a des pas ici, lentement, saintement placés, n'est-ce pas, qui avancent comme ça, mais qui sont figés. Souvenir d'une promenade, souvenir d'un mouvement. Ce qui est mordoré ici semble figé pour l'éternité. Mais pour ôter à notre nostalgie, vous aurez remarqué que ces pas sont ceux d'une seule personne. Très juste. Ils n'étaient pas deux. Ce n'est pas la trace d'un amour qui a disparu. Mais Nicolas Grimaldi, est-ce qu'en amour, on n'est pas toujours tout seul ? Oui. Et ce qu'aurait tendance à démontrer l'hypothèse de la cristallisation, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle l'autre n'est pas un autre, qu'en somme, il ne s'agit que d'amour propre et que l'autre n'est jamais qu'une fabrication d'un cœur épris. J'oserais vous dire oui et non. Non, car ce qu'on attend de l'amour, lorsqu'on est tout petit enfant, ou lorsqu'on est un jeune homme romantique, ou lorsqu'on est Platon, ou lorsqu'on est Stendhal, c'est que l'autre est mon autre moitié. Nous étions donc prédestinés l'un à l'autre. En nous rencontrant, nous ne faisons que nous retrouver. C'était en quelque sorte écrit, c'était imprescriptible. De sorte que c'est moi-même que je retrouve en lui. Cet amour est narcissique. C'est moi-même que j'aime dans l'autre, en m'y retrouvant. Et en effet, beaucoup d'amour. Ce que nous aimons lorsque nous sommes un peu immatures,